Bienvenue à ce webinaire de l'AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos indicateurs d'efficacité énergétique. Commençons par un exemple d'indicateur couramment utilisé, l'intensité énergétique. Vous pouvez observer ici les tendances de l'intensité énergétique dans différentes régions du monde depuis les années 1980. Ce graphique donne un grand nombre d'informations intéressantes, comme par exemple la réduction impressionnante de l'intensité énergétique en Chine. Cependant, l'intensité énergétique est parfois utilisée comme un indicateur de l'efficacité énergétique, ce qui peut entraîner des erreurs. En effet, l'indicateur intensité énergétique mesure la quantité d'énergie consommée dans un pays pour produire une unité de PIB. Mais c'est un indicateur trop général, qui intègre différents facteurs, comme la structure de l'économie, par exemple, quels types d'entreprises sont les plus importantes dans le pays, en plus de l'efficacité réelle. Pour étudier l'efficacité énergétique, nous avons donc besoin de données plus détaillées. Grâce à l'utilisation de données plus détaillées, comme celles collectées par l'AIE, il est possible d'approfondir les tendances de l'efficacité énergétique. Ce graphique montre les résultats de l'analyse de décomposition, qui scinde la consommation d'énergie en trois facteurs. Activité, par exemple population, PIB, structure, par exemple passage d'industrie énergivore au service, et efficacité, utilisation d'équipements plus efficaces par exemple. Je vous propose un petit quiz d'échauffement. Définissons l'efficacité énergétique pour s'assurer que nous utilisons bien la même définition. Je vais vous poser des questions et vous laisser réfléchir un instant avant de donner la réponse. D'abord, est-ce que le fait de consommer moins d'énergie pour fournir les mêmes services, comme par exemple dans le cas du remplacement des ampoules à incandescence par des LED, constitue une amélioration de l'efficacité énergétique? Un deuxième exemple. Est-ce que le fait de consommer la même quantité d'énergie pour fournir plus de services, comme par exemple produire plus de ciment en consommant la même quantité d'énergie, est considéré comme une amélioration de l'efficacité énergétique? À votre avis? Eh bien oui, la réponse à ces deux questions est oui. Ces deux exemples constituent bien des améliorations de l'efficacité énergétique. Considérons maintenant deux autres exemples. Consommer moins d'énergie en raison d'un changement de service, par exemple en raison du passage à une industrie ou à un service moins énergivore, ou encore consommer moins d'énergie mais fournir moins de services, par exemple en choisissant de marcher ou de faire du vélo plutôt que de conduire sa voiture. Ces deux exemples ne représentent pas une amélioration de l'efficacité énergétique. Dans le premier cas, il s'agit d'une restructuration économique sans réelle mesure d'efficacité énergétique, et dans le second cas, même si les résultats sont positifs en termes de pollution de l'air et d'atténuation du changement climatique, le service fourni est de moindre qualité. Une amélioration de l'efficacité énergétique aurait été d'utiliser des voitures plus modernes. Nous pouvons maintenant commencer notre présentation. Voici un aperçu de ce que nous allons voir. Nous verrons successivement pourquoi développer des indicateurs d'efficacité énergétique est important, les informations que nous pouvons obtenir à partir des sources de données énergétiques standards, comme par exemple les bilans énergétiques nationaux, quelles données supplémentaires sont nécessaires pour étudier l'efficacité énergétique, et de quelle manière il est possible de collecter ces données. Commençons par la première partie. Pourquoi l'efficacité énergétique est-elle importante et pourquoi avons-nous besoin de développer des indicateurs d'efficacité énergétique pour l'étudier? L'importance de l'efficacité énergétique ne se limite pas aux économies d'énergie et à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Elle permet également une multitude d'autres bénéfices, depuis les bénéfices environnementaux, sociaux et sanitaires, jusqu'au progrès en termes économiques et de sécurité énergétique. Ce schéma liste des exemples des différents bénéfices des mesures d'efficacité énergétique.
L'un des premiers bénéfices visibles des mesures d'efficacité énergétique est de contribuer à maintenir la consommation énergétique à un niveau bas, ce qui entraîne des réductions directes des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Comme le montre ce graphique, les progrès en termes d'efficacité énergétique réalisés entre 2000 et 2015 ont permis d'éviter la consommation de 19 hexajoules d'énergie, ce qui serait suffisant pour alimenter le Japon pendant 1 an. Comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, ces économies d'énergie ont permis d'éviter l'émission de 1,6 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les mesures d'efficacité énergétique permettent en outre de réduire les dépenses d'énergie et d'améliorer la sécurité énergétique en réduisant le besoin d'importation de produits énergétiques. C'est pourquoi de nombreux pays se sont fixés des objectifs en matière d'efficacité énergétique. Cependant, une part importante de la consommation d'énergie n'est pas couverte par les politiques d'efficacité énergétique. Cela représente un potentiel d'action immense. En effet, selon le rapport Energy Efficiency Market Report de l'AIE de l'année passée, 70% de la consommation d'énergie demeurait en dehors du champ d'action des politiques d'efficacité énergétique en 2015. C'est pourquoi il est extrêmement important de disposer de données détaillées pour étudier précisément les tendances de l'efficacité énergétique, et ce, afin de pouvoir identifier les secteurs prioritaires et déterminer là où nous en sommes, définir des cibles, et suivre et contrôler les actions mises en œuvre. Voyons maintenant quels types d'informations sont disponibles à partir des sources de données les plus communément accessibles, à savoir les bilans énergétiques. La plupart des pays recueillent des statistiques énergétiques de base sur la production, la transformation et la consommation finale des différents produits énergétiques. Celles-ci sont compilées pour élaborer des bilans énergétiques. Les bilans énergétiques fournissent des informations très intéressantes et permettent, associées à d'autres données macroéconomiques, de calculer des indicateurs agrégés, comme par exemple l'intensité énergétique et l'autosuffisance énergétique, l'efficacité du secteur de la transformation, comme par exemple l'efficacité de la production d'électricité, et la part de consommation finale d'énergie par secteur. Il existe cependant des limites aux données collectées par les bilans énergétiques, en termes de désagrégation des données notamment. Par exemple, les données sur le secteur résidentiel et le secteur des services sont présentées de manière globale dans un bilan énergétique, alors que nous aurions besoin d'une désagrégation supplémentaire par utilisation finale afin d'étudier l'efficacité énergétique. Par exemple, chauffage des espaces résidentiels, éclairage, cuisine, etc. Voici un exemple d'utilisation des données des bilans énergétiques. Le diagramme montre la consommation finale totale d'énergie des États-Unis par secteur pour l'année 2014. On se rend facilement compte que le secteur du transport routier est le secteur le plus consommateur aux États-Unis. C'est donc probablement également un secteur qui dispose d'un important potentiel en termes d'économie d'énergie grâce à des améliorations de l'efficacité énergétique. Mais comment pouvons-nous mesurer l'efficacité énergétique dans le secteur du transport routier ? Nous aurions besoin pour cela de données plus détaillées, par exemple la consommation par segment, fret ou passager, et par type de véhicule, voiture, bus, train, ainsi que certaines données d'activité qui mesurent le service fourni, distance parcourue ou passagers tonnes par kilomètre. Voici un autre exemple. On s'intéresse ici aux tendances de la consommation d'énergie du secteur résidentiel, en utilisant tout d'abord des données agrégées, puis des données plus détaillées. Si on observe la consommation résidentielle sur 20 ans, la ligne bleue du graphique, on constate une augmentation globale. Mais on remarque que la consommation par habitant, la ligne rouge, est demeurée au même niveau à la fin de la période étudiée. Si l'on utilise maintenant des indicateurs plus détaillés, comme par exemple la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments divisé par le nombre de logements ou par la surface au sol, on constate une réduction spectaculaire au cours de la période analysée. Cela signifie que même si la consommation d'énergie résidentielle a augmenté
et que la consommation résidentielle par habitant n'a pas changé, des progrès importants en termes d'efficacité énergétique ont été réalisés pour le chauffage des bâtiments. L'indicateur de la consommation résidentielle par habitant n'a pas évolué malgré les progrès importants de l'efficacité de certaines utilisations finales en raison de l'utilisation accrue de nouveaux appareils, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes, etc. Pour résumer, le recours à des indicateurs agrégés de haut niveau peut véhiculer des messages différents. Il est donc important de s'intéresser à la désagrégation des données utilisées pour étudier l'efficacité énergétique. Voyons un dernier exemple. Ce graphique montre, sur l'axe des ordonnées, l'évolution annuelle moyenne de l'intensité énergétique en pourcentage entre 1990 et 2010 pour différents pays. Ces données sont représentées par les carrés. Examinons le cas du pays X et du pays Y. Quel pays a le plus réduit son intensité énergétique? Réfléchissez-y une seconde. Si vous avez répondu le pays X, vous avez raison. Le pays X a effectivement plus réduit son intensité énergétique que le pays Y sur la même période. Maintenant, est-il juste de dire que le pays X s'est davantage amélioré en matière d'efficacité énergétique? Non, ce n'est pas juste. Nous avons en effet besoin de données plus détaillées pour analyser précisément l'efficacité énergétique. Dans notre exemple, en effet, c'est le pays Y qui a davantage amélioré son niveau d'efficacité énergétique. La baisse plus prononcée de l'intensité énergétique dans le pays X était principalement due à des changements dans la structure de son économie. Par exemple, la part croissante du secteur des services dans l'économie, moins énergivore. Dans la première partie de ce webinaire, nous avons étudié ce qu'il est possible de faire avec des données déjà disponibles, comme celles des bilans énergétiques. Essayons maintenant de comprendre de quelles données nous avons besoin pour étudier l'efficacité énergétique. Commençons par cette pyramide qui illustre le niveau d'exigence sur les données nécessaires pour calculer différents niveaux d'indicateurs d'efficacité énergétique. Le sommet de la pyramide représente les données couramment disponibles, comme celles des bilans énergétiques. Celles-ci permettent de calculer des indicateurs agrégés, comme l'intensité énergétique ou la consommation d'énergie par habitant. Ce niveau d'indicateur donne une idée générale des tendances macroéconomiques, mais il ne suffit pas à mener une analyse approfondie de l'efficacité énergétique. Dans la partie centrale de la pyramide, les besoins sont plus élevés en termes de désagrégation des données. Il s'agit ici d'obtenir la consommation d'énergie par type d'utilisation finale pour calculer, par exemple, des indicateurs comme l'énergie consommée pour produire une tonne d'acier ou l'énergie consommée pour chauffer un mètre carré de bâtiment. Enfin, c'est au bas de la pyramide que les besoins en termes de données sont les plus élevés, allant même jusqu'au niveau des procédés, comme par exemple l'énergie consommée par les processus de séchage pour la production de ciment. Ces indicateurs détaillés peuvent être utiles pour suivre des tendances très spécifiques. Mais que représente véritablement l'efficacité énergétique? Selon le manuel de l'AIE sur ce sujet, un indicateur d'efficacité énergétique peut être défini comme le ratio entre la consommation d'énergie, autrement dit la somme de tous les combustibles consommés pour produire un certain service ou produit, et l'activité correspondante. Les données d'activité sont spécifiques à chaque secteur. Il peut s'agir de la production physique de certains produits, comme le ciment ou l'acier, de la surface au sol ou de la distance parcourue par un véhicule. Intéressons-nous maintenant, secteur par secteur, aux données sur la consommation d'énergie et activités nécessaires pour élaborer des indicateurs d'efficacité énergétique. Commençons par le secteur résidentiel. Afin de calculer les indicateurs d'efficacité énergétique pour le secteur résidentiel, l'AIE recommande de recueillir des données sur la consommation d'énergie par type d'utilisation finale, à savoir le chauffage des bâtiments, le refroidissement des bâtiments, le chauffage de l'eau, la cuisson, l'éclairage, ainsi que la consommation d'énergie des différents appareils électriques, tels que les lave-vaisselle ou les téléviseurs.
Il est également important de collecter des données sur les degrés jours de chauffage et les degrés jours de refroidissement, afin de corriger la consommation d'énergie du chauffage et du refroidissement en tenant compte des variations de température d'une année sur l'autre. En d'autres termes, lorsque nous analysons les indicateurs d'efficacité énergétique pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, ce que nous cherchons à observer, ce sont les évolutions de la consommation d'énergie résultant des améliorations d'efficacité énergétique et non celles résultant d'un hiver plus doux ou plus rigoureux. En ce qui concerne les données d'activité pour le secteur résidentiel, on peut recueillir des données sur le nombre de logements, la surface résidentielle, la dimension des logements donc, et les stocks des différents types d'appareils. Je vous propose maintenant un petit exercice pour réviser ce que nous venons de voir sur les indicateurs d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel. À gauche, nous avons la consommation d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments et à droite, deux options de données d'activité. Dans ce cas-ci, la surface résidentielle sera la donnée d'activité la plus appropriée car nous chauffons ou refroidissons un espace donné. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'énergie consommée pour le chauffage de l'eau, les données d'activité les plus appropriées seront celles sur le nombre de logements. En effet, vous n'avez pas besoin de plus d'eau parce que votre maison est plus grande. Le besoin dépend du nombre de personnes qui vivent dans le logement. L'exemple suivant concerne la consommation énergétique des appareils électriques. Pour élaborer des indicateurs d'efficacité énergétique significatifs, il sera nécessaire de disposer des données d'activité supplémentaires, comme celles sur les stocks d'appareils, qui permettront par exemple de calculer la consommation d'énergie unitaire moyenne des lave-vaisselle ou des téléviseurs. Voyons maintenant les besoins en termes de collecte de données pour le secteur des services. Du côté des données énergétiques, il est important de collecter des données sur l'énergie consommée pour le chauffage des bâtiments, le refroidissement des bâtiments, l'éclairage, les autres utilisations de l'énergie dans les bâtiments et la consommation d'énergie hors bâtiment, comme l'éclairage public. En termes de données d'activité pour le secteur des services, on peut avoir besoin de données sur la valeur ajoutée, la surface au sol des bâtiments, du secteur des services ou le nombre d'employés. Considérons maintenant le secteur de l'industrie. Du côté des données sur l'énergie, nous collectons à l'AIE des données pour 19 sous-secteurs majeurs de la classification internationale type par industrie. Lorsque cela est possible, nous encourageons également la collecte de données plus détaillées, comme par exemple l'énergie consommée pour la production d'aluminium ou de ciment. En ce qui concerne les données d'activité, nous nous concentrons sur la valeur ajoutée créée par un sous-secteur donné. Pour certaines industries énergivores et homogènes comme le papier ou encore le fer et l'acier, nous collectons également des données sur la production physique. La classification internationale type par industrie distingue différents sous-secteurs industriels, comme par exemple le sous-secteur des produits chimiques et pétrochimiques, le sous-secteur du fer et de l'acier, celui des métaux non ferreux. Elle intègre également une distribution plus détaillée, sur la droite, production d'aluminium, de ciment ou encore de papier ancré et désancré. Ce niveau d'indicateur peut être utilisé pour suivre l'efficacité énergétique à un niveau très détaillé. En ce qui concerne les données sur l'énergie, nous collectons à l'AIE des données pour 19 de ces sous-secteurs majeurs, comme celui du fer et de l'acier, de la chimie et de la pétrochimie, ou encore celui de l'alimentation et du tabac. Et voici finalement le dernier secteur, celui des transports. La situation peut paraître de prime abord un peu plus compliquée que pour des autres secteurs, car on doit ici différencier à la fois les segments et les modes de transport. Les segments comprennent le transport de passagers et de marchandises, tandis que les modes se réfèrent à la route, au rail, à l'air et à l'eau. En ce qui concerne les données d'activité pour le secteur des transports, ce que nous voulons observer, c'est combien et jusqu'où on se déplace. Par exemple, combien de passagers ou de tonnes de marchandises on transporte et jusqu'où. Par conséquent, nous calculons l'activité de ce secteur comme la distance totale parcourue par l'ensemble des différents stocks de véhicules multipliée par l'occupation pour le transport de passagers ou par le facteur de charge dans le cas du transport de marchandises.
Examinons cela plus en détail. On peut donner comme définition de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports le fait de transporter plus de passagers ou de marchandises plus loin, donc sur une plus grande distance, tout en utilisant moins de carburant. Une question maintenant. Est-il plus efficace d'utiliser les transports en commun ou sa voiture personnelle? La plupart d'entre vous répondront probablement qu'il est plus efficace d'utiliser les transports en commun, et, dans une situation normale, cela est certainement vrai. Mais que se passe-t-il si les bus du pays sont presque vides et que toutes les voitures individuelles circulent à plein? Comme sur la photo. Dans ce cas-là, il est plus efficace d'utiliser les voitures individuelles que les bus publics, conformément à notre définition. Cet exemple souligne l'importance de disposer des données d'activité, en plus des données sur la consommation d'énergie. Voyons maintenant comment calculer les données d'activité et de structure pour les transports. Celles-ci comprennent le stock de véhicules, les véhicules kilomètres, c'est-à-dire le nombre total de kilomètres parcourus par l'ensemble de la flotte de véhicules, les passagers kilomètres, les tonnes kilomètres. Imaginons que nous sommes à Paris et que nous souhaitons aller en voiture de la cathédrale Notre-Dame à la Tour Eiffel. Supposons que la distance entre ces deux points est de 5 km. Nous disposons de deux véhicules, une voiture et un bateau, qui parcourent tous deux la même distance. Nous voulons maintenant calculer les véhicules kilomètres, les passagers kilomètres et l'occupation moyenne, ou en d'autres termes, la charge moyenne. Un véhicule kilomètre représente le mouvement d'un véhicule sur 1 km. Dans notre système à deux véhicules, c'est simplement la somme des distances parcourues, par la voiture et par le bateau, soit 10 véhicules kilomètres. Un passager kilomètre représente le transport d'un passager sur 1 km. Dans notre exemple, il s'agira donc de la distance totale parcourue par tous les passagers, soit 6 passagers multipliés par 5 km, ce qui donne 30 passagers kilomètres. Enfin, l'occupation représente le nombre moyen de passagers par véhicule, et elle peut être calculée soit en divisant le nombre total de passagers par le nombre total de véhicules, soit en divisant le nombre de passagers kilomètres par le nombre de véhicules kilomètres. Dans les deux cas, le résultat final sera de 3 passagers par véhicule. Revenons un instant à cette diapositive afin de souligner l'incertitude inhérente aux données sur la consommation d'énergie et l'activité qui influencent en retour les indicateurs d'efficacité énergétique. Dans la section suivante, nous allons évoquer différentes méthodes ou outils qui peuvent être utilisés pour collecter les données sur la consommation finale d'énergie et les activités nécessaires au calcul des indicateurs d'efficacité énergétique. En 2009, les pays membres de l'AIE ont convenu d'une nouvelle opération de collecte de données pour des indicateurs d'efficacité énergétique. Grâce à la coopération avec des experts internationaux, un modèle Excel a été développé et est actuellement disponible en ligne sur le site internet de l'AIE. Grâce à ce modèle, l'AIE recueille à la fois des données sur la consommation finale d'énergie et l'activité dans les 4 secteurs: résidentiel, services, industrie et transport. En décembre 2016, l'AIE a publié pour la première fois des données sur les indicateurs d'efficacité énergétique sous la forme d'un rapport intitulé « Principaux indicateurs d'efficacité énergétique ». Ce rapport est également disponible gratuitement en ligne. L'AIE différencie 4 principales méthodes de collecte de données au sein des pays. En premier lieu, avant de commencer une nouvelle opération de collecte de données, il est bon de s'assurer que ces données ne sont pas déjà collectées. Par exemple, si vous avez besoin de certaines données d'activité pour le secteur des transports, il est possible que le ministère des Transports les collecte déjà. Si vous êtes sûr que ces données ne sont pas disponibles, vous pouvez démarrer votre propre collecte de données en lançant une nouvelle enquête, de préférence auprès d'un échantillon représentatif. Une option moins coûteuse peut consister à étendre le périmètre d'une enquête déjà existante en y ajoutant des questions. Par exemple, en ajoutant à l'enquête auprès des ménages des questions sur les utilisations finales de l'énergie dans le secteur résidentiel. Une autre méthode est celle des relevés et ses mesures. Cette méthode est relativement coûteuse, mais très efficace si vous souhaitez mesurer l'efficacité d'un équipement spécifique.
Enfin, la modélisation est une méthode qui peut être complémentaire aux enquêtes et aux mesures, ou bien utilisée seule. On peut par exemple utiliser les données d'activité et les données sur la consommation énergétique totale des bilans énergétiques pour estimer la consommation d'énergie par type d'utilisation finale. J'aimerais également citer le travail effectué par l'AIE pour vous aider à collecter des données sur les indicateurs d'efficacité énergétique. L'AIE a développé 2 manuels. Tout d'abord, les Fundamentals on Statistics, qui donnent des orientations sur la manière de collecter les données nécessaires. Il comprend également une compilation des pratiques existantes à travers le monde. Ensuite, Essentials for Policy Making, qui formule des recommandations afin de développer et d'interpréter les indicateurs d'efficacité énergétique. Les 2 manuels sont disponibles sur le site internet de l'AIE en anglais, en espagnol, en russe et en chinois. Pour soutenir la collecte de données sur l'efficacité énergétique, l'AIE a également développé une base de données en ligne dans laquelle les pratiques des pays du monde entier sont partagées. Cette base de données est facilement consultable et permet des recherches par secteur, par méthodologie et par contenu. Dans certains cas, les résultats peuvent intégrer un modèle de questionnaire ou d'autres documents. Cette base représente un formidable outil qui mérite d'être consulté avant d'entreprendre toute nouvelle opération de collecte de données, car il permet de voir ce que les autres pays ont fait et de tirer parti de leur expérience. Si vous souhaitez partager une pratique de votre pays, merci de nous contacter afin que nous puissions la mettre à disposition des autres. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je voudrais insister sur quelques messages clés. Tout d'abord, disposer de données détaillées sur la consommation finale d'énergie et l'activité est primordial pour élaborer des politiques publiques informées qui soient en mesure de faire face aux défis actuels, comme celui du réchauffement climatique. Disposer de telles données est essentiel afin d'identifier les secteurs prioritaires spécifiques à chaque pays, comprendre les tendances en matière d'efficacité énergétique et surveiller l'efficacité des politiques. C'est pourquoi il est extrêmement important de sensibiliser la population à la nécessité de collecter des données détaillées, d'insister sur les avantages des collectes et des analyses de données spécifiques au pays. Cela vaut également la peine de tirer parti de l'expérience des autres pays et organisations et de contribuer à l'augmentation des connaissances partagées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous des liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Merci et à bientôt.